Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'association État Sauvage. Un webinaire donc qui a pour thème comment mieux préserver nos rivières, mais qui va élargir un petit peu, je pense, le sujet au cycle de l'eau et à l'hydromorphologie. Donc il va y avoir, à mon avis, beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et c'est la première fois, nous avons deux intervenantes qui vont du coup animer de concert ce webinaire, de Anne-Sophie. Et je vais vous proposer du coup de poser vos questions pendant la présentation dans le chat. Et Johanna, qui est également bénévole à l'association État Sauvage, prendra vos questions. On les restituera ensuite à l'issue de la présentation pour échanger ensemble. Voilà. Si vous avez des petits soucis de son, par exemple, parce que ça peut arriver avec les connexions, on coupera peut-être la vidéo, effectivement, des présentatrices pour que vous ayez une meilleure visibilité, voilà, de la présentation. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat si ça bug un peu. Voilà. Eh bien, on va démarrer donc ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Avant d'attaquer, je vais vous proposer une petite présentation flash de l'association État Sauvage, qui est donc une association euh, qui travaille sur la biodiversité et qui a maintenant un peu plus de 4 ans et demi d'existence. On a une équipe qui est 100% bénévole et on cherche avant tout en fait à sensibiliser le public sur des questions de préservation du vivant, de meilleure prise en compte des écosystèmes. Et pour ce faire, on a deux grands axes de travail, un axe qui est celui de la sensibilisation et un axe qui est celui de la préservation. Donc, au travers de la sensibilisation, on anime notamment ces webinaires et au travers de la préservation, nous achetons des forêts que nous laissons en libre évolution pour leur permettre d'accomplir leur cycle de vie complet. Voilà. Mais avant de passer la parole à nos intervenantes, je vais justement les présenter. Alors nous avons donc Anne-Sophie Suisse et Anne-Sophie Ballard qui sont toutes les deux hydrologues, qui sont avec nous ce soir. Donc elles sont hydrologues depuis 25 ans, donc elles ont beaucoup de connaissances à nous transmettre. À titre professionnel, elles travaillent donc à la préservation des milieux aquatiques et elles agissent sur le cycle de l'eau, justement, sur l'ensemble du cycle de l'eau. Elles sont attachées particulièrement à la vie des ruisseaux, des lacs, des rivières et également bénévoles dans une association locale qui s'appelle le Ruban Vert. On vous enverra aussi par email justement l'URL de cette association pour que vous puissiez la découvrir. Et c'est une association qui est située dans Lyon et qui œuvre à la restauration des trames vertes et bleues. N'hésitez pas à poser des questions sur cette question-là aussi si ces concepts ne sont pas familiers. Voilà, je leur laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Euh, on va donc couper, comme on l'a prévu, la vidéo pour que vous puissiez mieux entendre. Effectivement, on va vous parler de la préservation des rivières sous un angle qui est assez méconnu du grand public, l'hydromorphologie. C'est un terme assez barbare, mais en fait, ça consiste tout simplement à regarder la morphologie du cours d'eau et le cours de la rivière et de l'eau notamment. Le grand public est relativement bien sensibilisé à tous les enjeux de qualité d'eau, la qualité physico-chimique de l'eau. Et pourtant, l'hydromorphologie, c'est la première cause de dégradation de la qualité de la rivière, en fait. Donc, c'est un sujet sur lequel on tenait à vous parler parce que c'est malheureusement pas assez connu du grand public. Alors, toc. Pour comprendre nos rivières, il faut comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Et si j'essaie de résumer la situation sur les 30 dernières années, la qualité de l'eau physico-chimique, effectivement, elle s'est améliorée parce qu'il y a eu de grands efforts de fait. Mais par contre, ça n'a pas empêché une perte énorme, hein, puisqu'on parle d'à peu près 80% du vivant dans les rivières qui a disparu. En termes de biomasse, c'est une assez grosse hécatombe. Et cette perte, elle est grandement liée aux problématiques d'hydromorphologie dont on va parler aujourd'hui. Alors, il y a deux principes un petit peu importants à évoquer quand on veut comprendre ce qu'est une rivière. C'est d'une part l'équilibre dynamique permanent et les relations nappe-rivière.
Donc là, vous avez un schéma à gauche qui vous présente ce qu'est l'équilibre permanent au sein d'une rivière. Ce petit graphique avec les balances, donc une balance bleue et une balance orange, vous explique en fait le principe il y a un ajustement permanent du lit de la rivière qui va en fait dépendre de l'énergie que la rivière a à dissiper. En fait, quand on pense à une rivière, on se dit bah, c'est l'eau qui coule, mais c'est surtout de l'énergie qui circule. Et cette rivière, elle doit dissiper son énergie tout au long de son parcours. Donc, quand la section de la rivière, par exemple, est étroite ou la pente est forte, ben, on va avoir une vitesse qui va s'accélérer. Et ce que va faire la rivière, c'est quand elle va rencontrer une berge un peu tendre, elle va avoir tendance à utiliser son énergie pour éroder les berges. Donc c'est le schéma un petit peu, c'est la première flèche où on voit effectivement au niveau des berges de l'érosion. Et puis la rivière, elle va transporter ces sédiments qu'elle a érodés jusqu'à une zone où la rivière va être un peu plus calme, c'est-à-dire ça va être une section de lit qui va être un peu plus importante, du coup, ou une pente plus faible, et du coup, la vitesse va être plus faible, et ça va permettre à la rivière de déposer les sédiments qu'elle a érodés un peu plus haut. Et puis, donc, en fait, elle va passer son temps à alterner entre des zones où elle va éroder ses berges et des zones où elle va faire déposer les sédiments qu'elle a transportés. Donc, il y a un principe aussi qui est important par rapport à cet équilibre dynamique, donc qu'elle va avoir tout au long de son parcours, c'est que si vous êtes le petit point bleu du milieu, donc je vais le montrer ici, ce qui va se passer ici va évidemment dépendre de ce qui s'est passé juste à l'amont. Donc, c'est-à-dire que si pour une raison X ou Y, elle n'a pas pu éroder cette zone-là, ça va avoir une incidence sur la zone de dépôt. Et forcément, ce qui va se passer ici va avoir également une incidence sur l'aval. Donc, c'est pour ça, quand on s'intéresse aux rivières, on essaye d'avoir une vision d'ensemble en allant de l'amont à l'aval pour vraiment comprendre ce qui se passe sur une rivière. Le deuxième schéma donc, vous parle des relations nappe-rivière. Euh, les rivières sont en général ont un lien assez fort avec les nappes qui les accompagnent, ce qu'on appelle les nappes d'accompagnement. Et à l'été, mais ça peut dépendre des rivières, hein, c'est pas forcément à l'été. Le cours d'eau se situe en fait à un niveau plus bas que la nappe, et donc la rivière va avoir un effet un peu de drainage de la nappe. Et puis à contrario, quand la rivière est en crue, c'est la rivière qui va alimenter la nappe. Donc tout au long de son parcours et en fonction des saisons, on va avoir différentes relations entre la nappe et les rivières. Donc suite à ces deux principes-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la rivière, elle bouge. C'est vraiment un espace physiquement vivant, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, comme vous le voyez sur ce schéma-là, des zones d'érosion et de dépôt. Alors, on ne voit pas les zones d'érosion, mais on voit des zones de dépôt. Donc, la rivière va avoir des mouvements, la circulation de l'eau va se faire avec une certaine mobilité latérale. Et puis, donc on voit aussi sur le schéma de droite, on voit bien ici hein, des zones d'érosion et puis des zones à côté de dépôt. Et on voit bien cette alternance. Et donc, une rivière à qui on a laissé une certaine liberté d'agir va avoir un fonctionnement de ce type-là. Et puis, également, elle va pouvoir inonder ou être en connexion avec des espaces latéraux, comme ici on voit, on a un méandre qui va pouvoir être alimenté en période de plus hautes eaux. Et dans ce cas-là, quand on a une rivière qui effectivement a ce fonctionnement très diversifié, on parle de bon fonctionnement hydromorphologique. Alors ici, vous avez justement un exemple de ce que c'est qu'une rivière avec un fonctionnement hydromorphologique, on va dire naturel. C'est le tracé de la Marne entre 1918 et 1999, où on voit effectivement que le lit de la rivière, il a bougé. Il a bougé au fil du temps, et il a parfois bougé énormément, et puis parfois un peu moins, dans un espace qu'on va appeler l'espace de mobilité. Et cet espace de mobilité, il est inclus dans un espace qu'on appelle le lit majeur de la rivière,
dans lequel la rivière va inonder, va inonder. Voilà. La conséquence de ce fonctionnement hydromorphologique, c'est qu'une rivière qui bouge, elle va avoir une variété d'habitats importants. Alors ici, vous avez les principaux types d'habitats qu'on va du coup rencontrer. On va avoir des embâcles. Des embâcles en rivière, c'est tout à fait normal dans le processus de hydromorphologique classique. Des bois morts dans le cours d'eau, c'est pas un problème. Alors évidemment, si on a trop, ça peut être un problème, mais la présence de bois morts ou d'arbres tombés en rivière n'est pas est un processus naturel. Et d'ailleurs, c'est un endroit où il va y avoir une richesse biologique très importante. Et donc, ensuite, on va avoir également des annexes hydrauliques, comme ici, donc d'un point de vue latéralement. Des zones de mouille, donc des zones avec des fosses, avec des zones beaucoup plus calmes. On va avoir une certaine végétation qui va pouvoir se développer. Des zones en bord de berge avec le système racinaire qui va représenter des abris importants également pour la biodiversité. Et puis donc des zones de radier où on va avoir des écoulements plus rapides, la présence de sédiments plus importante. Et puis des zones d'atterrissement où là, on va avoir aussi des dépôts de sédiments qui vont s'accumuler. Tu veux compléter? Alors, l'intérêt de cette variété d'habitats, c'est de pouvoir accueillir une diversité également en termes de biodiversité. Donc sur ce schéma-là, vous avez un petit peu les principaux animaux qu'on va retrouver dans la rivière et qui constituent le cycle, la pyramide écologique de la rivière. Ce qui est important de voir sur cette zone-là, vous avez ce qu'on appelle les zones de production. Alors là, c'est tout ce qui rentre dans la rivière et qui va l'alimenter. Vous avez des organismes unicellulaires, des algues et des diatomées qui vont produire de la matière organique et biologique également. Et puis dans le second niveau, vous avez toute une série de consommateurs qui vont en fait des brouteurs de végétaux, des filtreurs de l'eau, des espèces qui vont être détritivores. Et ces espèces-là, elles ont un rôle très important dans les capacités d'auto-épuration de la rivière. La rivière, il faut la voir également comme un processus qui va permettre de consommer et de récupérer une qualité d'eau grâce à toutes ces espèces qui sont présentes. Et ces espèces sont majoritairement présentes dans le fond de la rivière. D'où l'intérêt, ça j'en reparlerai peut-être par la suite. Alors que se passe-t-il quand on touche au lit d'une rivière? En fait, en termes de travaux, je vais vous présenter les principaux travaux qu'on peut réaliser sur une rivière. Alors, qu'on a réalisé, qu'on a beaucoup réalisé et qu'on réalise malheureusement encore. Ici, vous avez le reprofilage de cours d'eau et le recalibrage. Le reprofilage, ça consiste en fait à rectifier le lit du cours d'eau. Donc, vous avez à la base ici un cours d'eau qui circule avec des méandres, hein, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est un cours d'eau, on va dire, naturel qui a cette forme-là. Et puis, donc, on peut être amené à faire des travaux qui consistent à rectifier le cours d'eau, alors de manière droite, hein, voilà, faire une section rectiligne qui peut être fait pour différentes raisons, hein. Ça peut être pour récupérer du sol agricole, ça peut être dans le cadre de remembrement également, effectivement. Et puis, vous avez également le reprofilage. Alors ici, il s'agissait de rectifier le lit le cours d'eau, le tracé du cours d'eau. Dans ce cas-là, on va toucher à la forme du lit du cours d'eau. Naturellement, un cours d'eau, vous allez avoir des pentes abruptes, mais aussi des pentes douces. Et puis, une certaine section. Là, vous avez ce qu'on appelle la section de plein bord. Et donc, ça, c'est la section, on va dire, en cas de crue moyenne. Après, on passe à l'inondation. Et puis, on va dire, en période estivale, le cours d'eau va être à peu près à ce niveau-là. Donc, une section très faible. Après un recalibrage, ce qu'on va faire, c'est on va en général augmenter la section du cours d'eau et on va l'approfondir. Alors, toujours pour des raisons, par exemple, on souhaite évacuer le plus d'eau possible. Donc, avec ce genre de travaux, évidemment, on peut faire circuler beaucoup plus d'eau.
On va aussi avoir des inondations beaucoup plus faibles, hein, parce qu'on va avoir une capacité de transit beaucoup plus forte, donc une eau qui va moins s'étendre sur les côtés. Donc, ça a été aussi une raison pour laquelle on a fait ce genre de travaux. Et au final, on va se retrouver avec un cours d'eau qui ressemble à ça. Et on accélère les inondations. Oui. Et ce qu'on va vous montrer par la suite, c'est les conséquences de ces travaux. La première conséquence, et ça se voit très bien sur la photo précédente, mais ça se voit aussi très bien sur cette photo-là, bah, c'est un écoulement complètement homogène. On a absolument perdu cette différence de vitesse avec des zones avec des zones profondes, des écoulements lents, des zones rapides avec des écoulements, enfin des zones de faible profondeur avec des écoulements rapides. Là, on le voit bien sur cette photo, on a un écoulement complètement homogène. Plus de végétation. Puis effectivement, sur celui-là, on a également touché à la végétation. On le retrouve ici sur le schéma de droite, hein, où vous avez là le cours d'eau naturel avec, comme je disais tout à l'heure, des zones de fosse, des zones de radiers, une sinuosité. Dans le cas d'une rectification et d'un reprofilage, on se retrouve avec un écoulement complètement homogène. Donc la première cause, ça va être effectivement une perte d'habitat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la présence de radiers, de moules, ça va effectivement permettre une diversité écologique importante. Donc là, on a une perte totale d'habitat pour les espèces. Une conséquence également, c'est qu'à l'étiage, on se retrouve avec une eau qui va circuler beaucoup moins vite, qui va se réchauffer, et donc des fonds qui vont se colmater naturellement, puisqu'en fait, la rivière ne peut plus transporter les sédiments, et on va avoir un colmatage des fonds. Alors ça peut paraître complètement anodin, ce colmatage des fonds, mais il faut bien voir que les petites espèces dont je vous ai parlé, qui étaient essentielles pour l'auto-épuration de la rivière, elles vivent dans ces fonds. Une fois qu'on les a colmatés, en fait, on empêche les transferts d'oxygène. Donc, ça veut dire qu'on asphyxie complètement ce milieu. Il est plus vivant. Alors, un autre exemple, hein, toujours dans le cadre d'un refilage et un recalibrage de cours d'eau, sur la fameuse relation nappe-rivière, on le voit ici, on avait une rivière qui suivait le niveau du cours d'eau. Étant donné qu'on a abaissé le niveau du cours d'eau, où on a creusé le lit, et ben en fait, on abaisse tout simplement aussi le niveau de la nappe. Donc, ce qui signifie qu'on va drainer encore plus vite la nappe. Donc là, en fait, on accélère les écoulements vers l'aval, à la fois du cours d'eau, mais aussi de la nappe. On est en train d'assécher un petit peu le bassin versant. Une conséquence également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la rivière, donc elle cherche à dissiper son énergie en érodant les berges et en retransportant et déposant à d'autres endroits. Dans le cas qui est présent ici, elle a plus de capacité d'érosion ni d'inondation. Donc en fait, son énergie, elle va la dépenser à creuser son lit. Elle est obligée, elle est dans cette espèce d'équilibre dynamique où elle cherche à chaque fois à retrouver son équilibre. Et dans ce cas-là, elle va recreuser son lit, ce qui va encore accentuer encore plus les problèmes de non-inondation, de vitesse accélérée, de perte également aussi des connexions avec les berges. En fait, on ne fait qu'accentuer les problèmes. Et on le voit bien sur le petit cours d'eau à droite où à la base on avait un petit cours d'eau qui devait être au niveau de la prairie. Bah, ce qui se passe, hein, on le voit, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une incision de plus en plus forte, les berges qui se détruisent, qui se détériorent de plus en plus, et on a une altération profonde de toute l'hydromorphologie du cours d'eau. Et puis, ben, le schéma en bas, c'est la conséquence inévitable de ce genre de situation, c'est qu'on n'a plus ces capacités d'expansion des crues à l'amont. On a une accélération des écoulements qui vont aller tout droit vers l'aval. Et donc, au lieu d'avoir normalement un ralentissement et une inondation des zones amont, on va concentrer les écoulements pour les retrouver à l'aval et provoquer des inondations. Et en général, bah, les villages se situent souvent sur l'aval des cours d'eau, et donc on va se retrouver dans des situations d'inondations fortes de zones urbaines qui normalement ne devraient pas être dans des situations, en tout cas ça va aggraver les situations à l'aval.
Dans, euh, Parmi les autres atteintes à l'hydromorphologie des cours d'eau, on va trouver ce qu'on appelle les obstacles à l'écoulement. Donc, les obstacles à l'écoulement, c'est tout simplement les barrages qui vont se trouver sur le lit du cours d'eau. Donc, vous avez ici un barrage qu'on voit avec une écluse, euh, un ouvrage ici présent qu'on peut réguler, mais qui souvent ne sont pas régulés. Alors ces ouvrages-là, on en a construit depuis la nuit des temps. Pour alimenter les moulins, on créait des biefs et donc on était amené à maintenir une ligne d'eau et donc créer des ouvrages pour maintenir la ligne d'eau sur le cours d'eau. Des barrages pour l'hydroélectricité. Et puis également, donc là où je vous parle d'ouvrages relativement conséquents, mais aussi, ne serait-ce que les buses pour passer les routes, même sur des petits cours d'eau, des petites buses, vont être un obstacle au fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. D'autres types d'atteintes à l'hydromorphologie, c'est la réalisation de plans d'eau. Alors ici, vous avez un exemple de réalisation de plans d'eau sur cours. Ce qu'on appelle sur cours, c'est-à-dire c'est sur le lit du cours d'eau où on va installer un ouvrage, enfin une digue, qui va donc permettre d'avoir un plan d'eau à l'amont. Et puis évidemment, on peut avoir des successions de plans d'eau ou bien des plans d'eau qui vont être situés en dérivation, mais qui vont donc prendre une partie du cours d'eau, pardon, je suis dans ce sens-là, pour alimenter ces plans d'eau artificiels. Alors, je vais passer assez vite sur l'impact de ces obstacles à l'écoulement, mais ils sont également très forts sur toute la dynamique et l'équilibre dynamique du cours d'eau. Là, vous avez un exemple de l'impact des plans d'eau sur les cours d'eau en termes de température. La température, c'est un facteur très important pour la biodiversité d'un cours d'eau. Et ce que représente ici le schéma-là, c'est l'impact sur la température, c'est-à-dire que quand on a un plan d'eau, on a une élévation de la température puisque l'eau va stagner, va rester un petit peu plus longtemps. En tout cas, il y a une partie de l'eau qui va rester ici en permanence et qui va se réchauffer et qui va réchauffer tout l'aval du cours d'eau sur ça peut être des centaines de mètres linéaires. Ce qu'il faut encore une fois bien voir par rapport à ces obstacles, c'est encore une fois, on peut avoir un impact aval très important, mais aussi sur la partie amont. Les sédiments. Oui, et puis évidemment, ça empêche le transit des sédiments. Mais je ne vais pas vous décrire, on pourrait revenir dans le chat si vous avez des questions sur l'impact de ces obstacles sur le fonctionnement de la rivière. Voilà. Une autre atteinte à l'hydromorphologie, c'est les atteintes à la ripisylve de la rivière. La présence d'arbres. C'est quoi la ripisylve? C'est la présence d'arbres au bord des cours d'eau, donc sur la végétation rivulaire, au bord du cours d'eau. Donc là, dans les deux cas qui sont présents, on a effectivement une ripisylve qui est là. Alors la ripisylve, elle n'est pas forcément continue. Il peut y avoir une altération de zone avec des arbres ou sans arbres, avec des strates de tailles différentes. Mais elle a un rôle essentiel dans les habitats qui vont se trouver sous les berges, dans l'ombrage qui est réalisé sur la rivière, donc qui vont aussi limiter le réchauffement des eaux. Et on voit encore aujourd'hui de nombreux cours d'eau où on va avoir des atteintes à la ripisylve avec la coupe généralisée de la ripisylve sur le long du cours d'eau qui peut avoir des conséquences très importantes. Et puis sur les deux photos du bas, vous avez ce qu'on appelle le drainage de zones humides, puisque très souvent, donc en bordure du cours d'eau, on a des parcelles qui vont présenter des caractères humides. Et là, on voit un réseau. Alors le réseau de drainage, il peut être enterré comme ici, mais il peut être aussi à ciel ouvert. Il suffit d'avoir un petit fossé dans une zone humide et vous drainez toute l'eau qui est présente sur la parcelle. Ces drainages-là sont très préjudiciables parce qu'évidemment, encore une fois, on va accélérer les écoulements vers la rivière. Donc, on va encore une fois modifier tout l'équilibre dynamique de la rivière. Et puis, on le voit ici, l'eau est chargée en sédiments. Ces sédiments qui vont de nouveau colmater le fond de la rivière. Alors, des aménagements, comme je vous le disais tout à l'heure, on en réalise depuis le Moyen-Âge. Il y a eu des aménagements sur les rivières puisqu'il y avait des usages associés et donc les hommes ont très vite aménagé les rivières.
Ce qui se passe, on va dire, depuis les années 50-60, c'est on n'a pas cessé de faire des aménagements et des aménagements d'ampleur très significative qui vont finalement altérer tout le bassin versant et tout le linéaire du cours d'eau. Sur les grands cours d'eau, ben là, c'est des choses pour la navigation. Hein, on a journalisé les rivières, on a créé des gros barrages hydroélectriques, on a aménagé complètement les lits des cours d'eau et, avec l'urbanisation. Vous avez aussi un exemple là sur la Seine de gravières, la création de carrières pour l'extraction de matériaux, qui va forcément avoir une incidence sur tout le lit de la rivière. On l'a fait également sur les cours d'eau de plus petite taille. Hein. Là, vous avez encore une fois un reprofilage. Ça, c'est dans les années 70 où on n'allait pas avec le dos de la cuillère pour aménager les cours d'eau. Là, vous avez également un exemple de rectification. On a coupé tous les méandres des cours d'eau. Et puis, la mise en place d'étangs d'agrément hein, dans les années 70, 90 et jusque dans les années 2000, qui ont été très à la mode. Et puis, quelque chose qui concerne un peu plus la forêt, ben, c'est tous les aménagements, même en tête de bassin. Donc là, on est, par exemple, sur la, la photo de gauche, on est en forêt d'Orléans, où vous avez des petits rues forestiers. J'ai perdu, voilà. Ici, donc, on est vraiment en forêt, où là aussi, on a été faire des aménagements très forts. Ici, donc, sur ce petit cours d'eau, ce petit cours d'eau a fait l'objet d'une rectification, un recalibrage total. Sur celui-là, sur les deux suivants, c'est un écoulement homogène avec des petits obstacles qui sont présents ici. Et en fait, cet écoulement homogène, il est essentiellement lié au fait qu'on a été curer tous ces cours d'eau forestiers. Alors pour diverses raisons, hein, pour permettre l'exploitation de la forêt, pour assécher certaines zones, voilà, parce qu'on pense que c'était bien de curer et de faire évacuer l'eau. Mais la conséquence, c'est qu'on a été touché aussi toutes les têtes de bassin versant. Alors celui-là, donc, curé, des obstacles à l'écoulement, et puis pour finir, des plans d'eau sur cours. Donc là, c'est la totale, c'est un cours d'eau qui est complètement dégradé d'un point de vue écologique. La photo de droite, on est dans le Limousin, pareil, on est sur des têtes de bassin versants, des tout petits rues, sur lesquels, dès l'amont, on a été aménagé des plans d'eau. Donc, c'est une succession de plans d'eau. Et même si vous avez à l'amont une source qui alimente en permanence le cours d'eau, avec cette succession de plans d'eau, il y a une telle évapotranspiration qu'à l'aval, il n'y a plus d'eau qui circule en été. Donc, on se retrouve avec des milieux complètement temporaires, complètement asséchés. Mais il y a des solutions pour sortir de cette situation-là et récupérer des rivières et les préserver. Donc, et je pense que vous l'aurez compris avec ces explications, en restaurant le lit des rivières et en leur laissant un espace de liberté, on va pouvoir leur redonner des capacités à récupérer une qualité écologique. Nos milieux, quand on n'est pas arrivé à des situations irréversibles, et il y a beaucoup de milieux qui sont encore en capacité de récupérer, il y a une certaine résilience dans nos cours d'eau. Si on leur donne cette capacité-là, ils vont pouvoir retrouver un fonctionnement écologique. Donc, il faut retravailler sur les lits des cours d'eau qu'on a largement modifiés. Cela permettra en même temps de ralentir les écoulements et on voit bien qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de problématiques de sécheresse ou d'inondation. Et en ralentissant les écoulements, en redonnant ce fonctionnement à la rivière, on va permettre de aussi être plus résilient face à la sécheresse et aux inondations. Ça revient au même, évidemment, de dire qu'il va falloir aussi favoriser l'infiltration sur le bassin versant, parce qu'on a parlé beaucoup du lit du cours d'eau, mais c'est tout le bassin versant qu'il faut regarder, réinfiltrer l'eau. Et puis, en fait, tout ça, ça va à la fois permettre au milieu de retrouver une fonctionnalité, mais aussi, on va pouvoir retrouver tous les services rendus par ces milieux-là.
notamment, comme je disais tout à l'heure, des capacités d'auto-épuration, donc de fournir une eau de qualité pour l'eau potable, pour la baignade, pour tous les services, pour tous les usages qu'on a aujourd'hui sur nos rivières. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'exemple. Donc, je vais essayer de vous illustrer tout ce qui est toute la partie théorique. Bon, même c'était bien illustré avec des photos et puis des schémas. De la partie de la qualité physique du cours d'eau, comme quoi ça a un impact réel sur beaucoup de choses. Donc là, ça sera donc un exemple sur. Tu passes vite. Voilà, pardon. Sur un bassin versant, le bassin versant de Lausanne, qui est un petit affluent de Seine, dans le département de l'Aube, qui a subi de nombreux travaux dans les après-guerre, dans les années 60, qui a été fortement donc, modifié, comme Anne-Sophie vient de vous montrer, avec de nombreux travaux de recalibrage, de rectification, donc, qui ont eu, ces travaux-là, des conséquences sur quasiment la seule commune en amont. Enfin, de nombreuses années, il y a eu des inondations dans la commune, donc du coup, il y a eu des réflexions pour essayer de mener des travaux pour améliorer la qualité physique justement de tous les cours d'eau. Vas-y, tu vas peut-être passer. Donc la commune de Rumilly-les-Vaudes donc est fréquemment donc impactée par les débordements de Lausanne. Donc face à cette problématique, une étude globale a été réalisée. Et donc, il y a au moins une dizaine d'années, et donc a permis de proposer un programme d'action sur tout le bassin versant pour essayer de réduire les inondations sur la commune. Donc, la mise en place de travaux intégrés des eaux par la restauration des forestiers et la gestion du ruissellement. Donc, on va en parler un petit peu plus dans le détail après. Je voulais quand même expliquer que ce projet aussi a vu le jour grâce à vraiment l'adhésion importante de l'ensemble des acteurs. Il y a énormément d'organismes dans la gestion de l'eau, avec donc là les acteurs du territoire, notamment l'ONF, où on n'est pas habitué forcément à travailler beaucoup avec eux, mais là il y a eu beaucoup de relations avec eux et les exploitants agricoles, c'est vraiment nécessaire puisque c'était très concerné. Donc là, il y a plusieurs bassins. Donc on est en amont. On voit qu'il y a un gros bassin versant avec la petite commune qui est à l'aval. Plusieurs bassins versants qui sont différents. Là, il n'y a pas de population quasiment en amont. C'est que agricole. La partie agricole et forestière, donc une grosse forêt domaniale. Donc voilà, donc avec des problématiques différentes. Bon, je ne sais pas si non, comme tu veux. Oui. Je reviens ou pas? Donc en fait, voilà, donc le bassin de la Marve en amont, où il y a des gros problèmes d'érosion, ruissellement, donc avec les grandes cultures, et des prairies. Il y a aussi des prairies, mais malgré tout, on a quand même accéléré les écoulements vers l'aval. Donc en fait, il y a eu des travaux qui ont. Je vais vous montrer ce qu'on a fait en amont. Le rue d'Erland et le rue de Verrien en zone forestière où ils ont subi, ils ont tout recalibré, tout rectifié, tout réapprofondi pour la gestion forestière dans les années 70. Donc, on a accéléré vraiment les écoulements vers l'aval. Donc, en fait, tout fait que la commune à l'aval était, voilà, lors d'épisodes pluvieux, impactée rapidement. Donc, il y a eu plusieurs types de travaux qui ont été menés. Donc là, en amont, sur le bassin qui est très agricole et des prairies sur la partie aval. Mais le cours d'eau avait été recalibré, pas recalibré, mais rectifié en profondeur pour pouvoir évacuer les eaux le plus vite possible. Donc en fait, sur le bassin, on a essayé de réduire les flux en amont pour que dès que de remonte, enfin voilà, ça fasse une zone d'expansion de crue
par la mise en place de haies sur talus. Donc, pour faire des petites diguettes, hein. C'est vraiment pas haut, hein. Donc, en plus du coup de remettre des haies, de remettre la végétation. Et l'année d'après, il y a eu un épisode pluvieux et on voit bien sur les photos tout de suite les conséquences. Ça a bien marché. Tout de suite, ça a marché. Bien sûr, c'est en période hivernale, hein, c'est des prairies, donc il n'y a pas d'impact. Et les agriculteurs sont concernés, ils sont volontaires. Hein, donc, et ils étaient d'ailleurs très contents du résultat, comme quoi que ça avait marché tout de suite. Donc ça, c'est le petit rue de Verrien qui est en zone forestière, où on peut voir sur la carte à gauche qui avait été complètement rectifiée. Le lit avait complètement été donc mis droit, hein. Tous les méandres avaient été coupés pour pouvoir faire le chemin forestier. Donc en fait, c'était plus facile, hein, comme ça. Donc, mais le problème, c'est qu'on a accéléré, hein, les écoulements, bien sûr, sur l'aval. Donc on voit bien donc les anciens méandres, les vestiges étaient encore existants. Euh, Donc, en fait, il y a eu des techniques, vu qu'on est en zone vraiment forestière, on a souhaité faire des petits aménagements avec les matériaux d'ailleurs qu'on avait, voilà, rustiques, avec les matériaux qu'on avait sur place, pour essayer que la rivière reprenne ses anciens méandres. Donc, par l'intermédiaire de pieux, au travers du lit, pour pouvoir reprendre le méandre sur la droite, là, comme on voit sur la photo. Et après, on n'a même pas embouché le cours actuel. Ça se refera tout doucement. Et puis, ça fait des zones annexes, de zones humides, des petites mares. Ça fait. Il y a eu d'autres types de travaux avec des seuils aussi au milieu. Bon, on a testé plusieurs techniques. Bon, ça, c'était avec l'ONF aussi. Donc, il y a eu une collaboration. C'est très intéressant pour voir justement comment on peut faire pour ce qui peut fonctionner. Après, il faut adapter en fonction du contexte local. Là, c'est le deuxième petit rue qui est en forêt, euh, le rue d'Erland, où on voit, c'est vraiment la tête de bassin. Donc, comme Anne-Sophie vient de vous dire, il y avait un plan d'eau en amont, tout de suite, avec une grosse digue. Et la partie aval, le cours rouge, vraiment là, on a bien rectifié. Alors, il y a 800 mètres, hein, c'est pas très long, enfin quand même. Ça a été complètement, tous les méandres, toute la rivière avait été complètement recalibrée et réapprofondie complètement. On voit sur la photo là à droite, c'est un tout petit rue, hein, mais donc c'est impressionnant. Quand il y a de l'eau, il essayait de retrouver justement un équilibre, il érode énormément. Donc, ce qui a été décidé, c'est d'ouvrir déjà la vanne de l'étang, de laisser en zone humide euh, et de restaurer le rue. Donc voilà, en 2019, c'était en eau. En 2020, on a ouvert. Une belle zone humide. Ça fait donc du coup une belle zone humide, une belle zone tampon avec des mares qui sont créées naturellement. Donc on va peut-être améliorer un petit peu, on va l'aider à faire pour améliorer encore la biodiversité. Et puis la partie aval, on va faire des bouchons comme l'autre projet et que ça reprenne vraiment les anciens méandres parce qu'il y a quand même 1,50 m, voire 2 mètres à certains endroits de différence de niveau du fond du lit actuel recalibré par rapport aux méandres d'avant. Donc il faut quand même intervenir fortement pour qu'elle puisse reprendre quand même ses méandres et retrouver un équilibre du coup, et avec une pente beaucoup plus douce qui permettra de déborder plus rapide, plus facilement à une crue de retour 2 ans. Une rivière normale déborde à une crue retour 2 ans. Alors que là, elle débordait même pas à une crue retour 50 ans. C'était toujours, la rivière était toujours dans le lit. Donc là, ça permet de faire vraiment des champs d'expansion de crues et de faire des zones tampons. Euh,
sur cette zone. Et même au niveau forestier, ils se sont rendus compte que les travaux qui avaient été faits, ça n'avait pas, ça avait pas amélioré au niveau de production du bois. Ça, c'est tout le bassin de la Marve à Mont qui est très euh, agricole, où on voit voilà, encore un exemple de rivière complètement rectiligne ou avec très peu de connexion avec il n'y a pas de répiscile, il n'y a pas de végétation rivulaire, enfin, c'est très pauvre en habitat. Et on voit bien que l'écoulement, il va vite vers l'aval. Donc, c'est pas le but. Alors, c'est sûr qu'au niveau agricole, on a réussi à bien travailler pour gagner du terrain, mais il y a un impact sur l'aval. Et peut-être pour finir, on voulait insister parce que là, on parle beaucoup de choses très scientifiques et on a souvent des discours de techniciens quand on essaye de faire des restaurations de rivières. Mais en fait, on s'aperçoit de plus en plus que si on veut réussir à mobiliser les acteurs, il faut vraiment qu'on parle des services qu'elles nous rendent quand on a des rivières qui reprennent un petit peu leur fonctionnement naturel et également de rétablir des vrais liens avec ces milieux-là. C'est-à-dire que si on veut vraiment mobiliser, faire adhérer les gens, il faut vraiment qu'on les amène à recréer du lien, ce qui, je pense, existait certainement un peu plus avant parce qu'il y avait beaucoup plus aussi d'usage et qu'on s'est trop éloigné de ces cours d'eau, mais ne serait-ce que parce que physiquement aussi, ils se sont éloignés de nous quand on a des cours d'eau qui sont effectivement 4 mètres 4 mètres enfin, à 4 mètres de profondeur ou quand on a des cours d'eau qui sont complètement chenalisés avec des berges euh, en béton, ou quand on peut plus se baigner dedans, on a perdu ce lien et on a perdu donc cet intérêt aussi pour ces milieux-là et pour leurs véritables aspects. Voilà, on en a fini. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a eu des tout petits bugs un peu techniques, mais qu'on a quand même réussi à entendre toute la présentation. Donc, je pense que ça a fonctionné a priori pour tout le monde. On a quelques questions et je vais laisser la parole à Johanna pour qu'elle vous les transmette. Oui, tout à fait. On a eu quelques questions dans le chat. Alors, je vais reprendre un petit peu de manière chronologique. Les premières questions nous viennent d'Olivier, qui vous a demandé quel est le lien de la nappe d'accompagnement avec la recharge des nappes plus profondes. Il y a des liens qui existent entre les nappes, les différentes strates de nappes, mais on ne peut pas généraliser. En fait, chacun est un petit peu particulier, mais effectivement, les nappes plus profondes ou les nappes qu'on va retrouver vont venir alimenter les nappes d'accompagnement ou l'inverse. Euh, donc, le lien entre les nappes plus profondes et les rivières existe également. Voilà, mais il n'y a pas de réponse en fait. Quand j'ai parlé des relations nappe-rivière, c'est les relations nappe-rivière, elles sont relativement complexes. Elles évoluent de l'amont vers l'aval, elles évoluent d'un point de vue saisonnalité, et puis c'est très dépendant de la géologie du territoire. Merci. Alors, je poursuis toujours. Voilà, on a eu plusieurs questions de la même personne. Avez-vous des infos sur l'impact possible des étangs piscicoles en forêt? Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait par conséquent une aggravation du déficit hydrique sur les arbres par le stockage de ces étangs? Voilà, je précise la question. Alors, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les plans d'eau, d'une manière générale, et les étangs, ce sont des zones qui surévaporent par rapport, si on prend une forêt ou si on prend une prairie, sur le même espace, en période d'étiage, elles vont moins évaporer d'eau qu'un plan d'eau, en fait. Donc, avec le changement climatique, on se pose beaucoup de questions sur ces milieux-là parce que ils vont naturellement assécher le bassin versant
beaucoup plus qu'une prairie ou qu'une forêt. Et c'est des milieux dans lesquels aussi on va, j'arrive pas à dire. Oui. On va aussi avoir des problèmes de qualité d'eau parce que moins on a d'eau, plus la pollution est concentrée. Et donc, on a à la fois un problème sur l'hydrologie du bassin versant, mais également sur la qualité de l'eau. Et je vous parlais aussi des problèmes de température d'eau qui sont de plus en plus forts. Et donc, par rapport au changement climatique, c'est des milieux qui sont intéressants, hein. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut enlever tous les plans d'eau, mais il y a beaucoup de plans d'eau sur lesquels on pourrait se poser des questions au fait de les garder ou pas. Euh, Parce qu'ils ont un impact très fort sur toute l'écologie du cours d'eau à l'aval. Et en plus, bon, il y avait la question, il y avait étang piscicole. Alors, je ne sais pas si c'est pisciculture, mais bon, après, c'est vrai que les gens, enfin, c'est souvent des étangs privés où ils mettent un petit peu toute espèce de poisson et on a de plus en plus de problèmes d'espèces invasives dans les plans d'eau et que du coup, qui colonisent après les cours d'eau. Et puis, voilà. Donc, ça a des soucis aussi au niveau piscicole. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on a une question de Véronique qui vous demande, qui vous pose la question suivante. Un cours d'eau en zone Natura 2000 est-il plus protégé qu'un autre cours d'eau? Alors, elle explique notamment pour étayer sa question que en Nord-Médoc, effectivement, en zone Natura 2000, il y a une étude d'impact, mais très minimaliste, qui a été réalisée par un cabinet privé et qui n'a fait ressortir, enfin, qui prétend qu'il y a très peu d'impact et des permis de construire ont été déposés discrètement dans la foulée. Sur un cas particulier, ça va être difficile de répondre parce qu'on ne le connaît pas. Je ne sais pas sur le site pourquoi c'est un site Natura 2000. En fait, ça va dépendre des enjeux du site. Donc, un cours d'eau est peut-être pas très bien protégé sur un site Natura 2000 si on est sur un enjeu de prairie calcicole. Enfin, là, en fait, c'est très difficile de répondre comme ça. Ouais, désolée, je n'ai pas une réponse bien précise par rapport à ça. Donc, il n'y a pas une protection renforcée des rivières, des milieux aquatiques en zone Natura 2000 spécifiquement? Ça va dépendre des cas, je pense. D'accord. C'est cas par cas. Je poursuis les questions. Oui, Parce que pardon. les rivières, globalement, enfin une rivière qui est, on va dire, dans un état hydromorphologique naturel, et la législation la protège, hein. Normalement, on n'est pas censé recalibrer, on n'est pas censé reprofiler, on n'est pas censé mettre des plans d'eau. Il y a une législation, enfin, en tout cas, c'est très encadré d'un point de vue réglementaire. Malgré tout, c'est vrai qu'on voit encore des choses se faire. Mais normalement, les rivières sont protégées. Le lit des rivières est protégé. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le lit d'une rivière. On ne peut pas curer une rivière. On ne peut pas enlever toute une ripiscille. Normalement, il y a des règles à respecter. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a une question, effectivement, là, que je vois arriver. Alors, je n'ai pas pris forcément dans l'ordre chronologique, mais je vois que ça parle effectivement de libre évolution. Donc, c'est une thématique qui parle à l'association État sauvage. Donc, la question est la suivante. J'ai un cas d'espèce, un fossé créé parallèlement à une rivière de façon très proche, dans les années 80. Et le problème rencontré est la capture de la rivière par le fossé. Dans ce cas, et dans un état d'esprit de libre évolution, que faire? Laisser faire ou intervenir pour que la rivière reste dans son cours? Alors, en fait, il n'y a pas de réponse simple. C'est qu'il faut vraiment regarder au cas par cas parce que même des fois, il y a des gens qui disent c'est un fossé alors que c'est un cours d'eau et qui vont dire que le cours d'eau d'à côté, c'est un cours d'eau alors que c'est un fossé. En fait, il faut vraiment reprendre le bassin versant, regarder des cartes historiques pour voir où était situé le cours d'eau. Est-ce qu'on est vraiment en Fontalbec, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment dans le point bas du bassin, du bassin versant? Là, effectivement, on sera dans le lit du cours d'eau.
Mais, mais on a tellement modifié nos cours d'eau que parfois c'est difficile de savoir où est le cours d'eau, si on est vraiment face à un fossé ou face à un cours d'eau, parce qu'on peut aussi avoir des cours d'eau avec des bras. Hein, enfin voilà, il y a tous les cas de figure. Donc, sur ce cas-là, euh, il faudrait voir déjà, enfin, il faudrait s'assurer de où est la rivière et où est le fossé, enfin, qui est vraiment qui est qui. Et puis, ça dépend aussi de la capacité de la rivière à retrouver un cours d'eau naturel. Je m'explique, en fait, donc chaque rivière a une certaine puissance, une capacité à bouger en quelque sorte. Et il y a des rivières qu'on a tellement touchées sur l'amont et sur l'aval qu'elles ont perdu leur capacité à bouger et à retrouver leur espace naturel. Donc, il y a certaines rivières qu'il faut laisser faire et d'autres où il va falloir leur donner un petit coup de pouce pour pouvoir justement retrouver cette capacité à, à bouger par elles-mêmes. Donc, c'est la difficulté aussi qu'on a sur ces sujets-là, c'est que c'est à chaque fois des cas particuliers. Euh, voilà. Et je peux conclure. C'est très clair. Très clair, merci. Il y a plusieurs. Alors, j'ai fait un regroupement et je vois qu'il y a plusieurs questions sur les barrages. Mhm. Notamment, alors je vais les prendre. Y a-t-il des barrages plus vertueux, entre guillemets, mis à part les passes à poissons? Je te laisse répondre. C'est-à-dire, bon, euh, plus vertueux, oui, un barrage a de toute façon un impact sur la rivière, comme Anne-Sophie l'a bien expliqué, pour justement, enfin, c'est quelque chose qui coupe la rivière. Donc, en fait, tout ce qui est dynamique de la rivière ne fonctionne plus. Il y a les sédiments qui sont capturés en amont, du coup, en aval, la rivière, eh ben, elle va éroder plus parce qu'elle a de l'énergie à dissiper, puisqu'elle a plus de sédiments dans l'eau. Enfin, bon, c'est compliqué. Et donc, bien sûr, il y a les poissons aussi qui peuvent plus passer. Donc, en fait, oui, un barrage, il faut essayer de l'équiper, de l'aménager. Si on peut pas l'effacer, si on peut pas faire l'abaisser, on aménage avec des passes à poissons, des rivières de contournement. Donc, une passe à poissons, c'est une échelle hein, en béton avec, voilà, avec des bassins successifs pour faire remonter le poisson. Après, c'est un coût et aussi c'est de l'entretien parce que pour qu'elle fonctionne bien, il faut l'entretenir. Donc, en fait, ce qui est mieux quand même que des passes à poissons, c'est les rivières de contournement. Si on peut c'est faire une rivière de contournement. Donc, on fait une petite rivière artificielle, mais on essaye de faire avec des petits blocs pour que le poisson puisse remonter s'il y a l'attrait qui est suffisant. Voilà, bon, oui, oui, il y a des solutions, bien sûr, mais en fait, pour le mieux, c'est quand même, on voit bien, c'est de laisser libre la rivière, de bouger et de fonctionner et sans entrave sur son cours. Ça, c'est l'idéal, mais forcément, on a beaucoup de barrages sur les rivières. Je rebondis justement sur votre réponse. Qu'en est-il alors des barrages des castors? Est-ce que ça représente un problème? Alors nous, par chez nous, on n'en a pas trop, donc ça va. Ça fait du bois mort. Le bois mort est pas mauvais en rivière, hein, comme Anne-Sophie l'a dit. Ça permet de faire des habitats. Après, c'est sûr que s'il barre complètement l'ensemble du lit, ça entrave complètement le lit et que ça provoque des inondations, oui, ça peut poser des soucis. Mais normalement, non. Les castors, enfin, ils sont sur des cours d'eau en général qui sont très larges, sur la D'accord. Loire. Enfin bon. Bon. Ouais. Ça n'a pas trop d'impact, on va dire, sur la dynamique fluviale de la rivière. Bah, Si elle non, est... pour moi, non. Il y a la place pour. S'il y a des castors, c'est qu'ils sont bien là et qu'il y a la vie. Enfin, voilà, ça fait une bio. Enfin,
Il faut laisser la place à toutes les espèces et il y a la place pour tout le monde. Bien sûr. Et vous avez évoqué le bois mort. Est-ce que bon, bah, ça fait partie de la vie de l'écosystème, hein, mais est-ce que ça, est-il nécessaire de les retirer ou bien de les prendre en compte pour garantir le bon écoulement de l'eau? C'est très compliqué. Les gens, oui, c'est pas propre hein, quand il y a plein d'arbres dans la rivière, hein. Et en fait, c'est l'image qu'on a, c'est que la rivière, elle doit couler. On a tellement entretenu les cours d'eau depuis 50 ans et qu'en fait, on n'a plus même une petite branche qui freine l'écoulement, ça gêne les gens. C'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir. Et en fonction de là où aussi il y a le bois mort, si c'est en amont ou dans une commune, oui, on va essayer de retirer les gros embâcles, les gros, voilà, les gros ouvres. Si c'est des petites branches, on le laisse. Mais après, ça a aussi un problème, les embâcles et le bois mort, c'est quand on a des ouvrages aussi sur la rivière. Parce Hmm. que ça arrive dans les barrages et les hydroélectriciens, ils n'aiment pas trop ça quand même. Mais voilà, enfin, c'est un équilibre à trouver et en fonction de là, si c'est des secteurs où qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu urbain, euh, il faut le laisser, il faut les laisser. Et on insiste sur le fait que enfin, au niveau du bois mort, il y a une biodiversité très importante. C'est vraiment des habitats qui sont très riches. Donc, il faut surtout pas essayer d'enlever tout le bois mort. Après, effectivement, encore une fois, c'est une réflexion qui va avoir de manière plus globale sur le cours d'eau. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question sur les zones humides. Est-ce que la création d'une zone humide par la création de digues pourrait avoir un effet sur le stockage de carbone, terreau et tourbe par exemple, et la recharge des nappes? Ou bien est-ce une fausse bonne idée? Le truc, c'est pourquoi il faudrait créer une digue, en fait, parce que C'est la C'est la, surinondation. Enfin, c'est la souris, exactement. ouais, c'est les surinondations. Inondation. Ça, enfin, les zones humides, enfin, une zone humide, c'est une zone humide naturelle. Après, si on fait des surinondations, c'est qu'il y a un enjeu d'inondation à l'aval et on va créer une surinondation qui fonctionnera une fois tous les 20 ans ou 30 ans en fonction des secteurs. Mais ça ne fera pas une zone humide. D'accord. J'ai une autre question. Comment la gestion de la trame bleue, la planification, la gestion de la trame bleue peuvent-elles être optimisées pour préserver et restaurer l'hydromorphologie des rivières en tenant compte, entre autres, des besoins écologiques, de la connectivité hydrologique et des services écosystémiques associés? eh ben, ça serait justement laisser un espace à la rivière dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va considérer que alors, il y a les zones inondables, effectivement, qui sont en général exclues des aménagements, mais il y a beaucoup de zones qu'on pourrait. Il faut laisser un espace de liberté à la rivière, en fait. Donc, plus on laissera d'espace dans le lit majeur à la rivière et on évitera tous les aménagements dont on vous a parlé, plus on pourra restaurer cette trame bleue. D'accord. Donc, Merci, c'était ma question. C'est pour ça que je vous remercie. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Merci, Johanna. Je pense qu'effectivement, on est à un peu plus de 20 heures, donc on est bien, je pense. Voilà, si vous avez encore quelques questions, vous pouvez les poser dans le chat et on pourra les transmettre par email aux intervenants. Sinon, moi, je voudrais remercier nos deux intervenants de ce soir pour cette présentation très enrichissante, très intéressante et qui ouvre encore plus de questions. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses qu'on aimerait du coup explorer. Merci pour ce temps partagé.